Question 1. La résistance de l'air sur un corps A dépend de la surface du corps, B s'exprime en kilogrammes, C ne dépend pas de la surface du corps, D est proportionnelle au carré de la surface du corps. Regardons de plus près la formule qui permet de calculer une résistance de l'air sur un corps. Donc, R est égal à K fois S fois V au carré. Nous avons donc ici R qui correspond à la résistance qui va s'exprimer en newton, K qui est un coefficient qui va dépendre de la forme du corps et de la masse volumique de l'air, qui va s'exprimer en kilogrammes par mètre cube, qui peut encore s'écrire kilogrammes mètre moins 3, qui va dépendre également de la surface, qui va s'exprimer en mètres carrés, et la vitesse ici qui va s'exprimer en mètres par seconde. Une fois que l'on a écrit sa formule sur son brouillon, que l'on a exprimé les différentes unités, on peut regarder les différentes propositions. On nous dit dans la réponse B que la résistance de l'air sur un corps s'exprime en kilogrammes. Non, ça s'exprime en newton, donc cette réponse n'est pas possible. Ça ne dépend pas de la surface du corps. Bien si, on voit bien dans la formule qu'il y a la lettre S qui correspond à la surface du corps. Il s'agit donc soit de la A, soit de la D. On nous dit dans la A que ça dépend de la surface du corps, c'est-à-dire que ça va être proportionnel à cette surface, ou éventuellement, cela va être proportionnel au carré de la surface du corps. Là, en l'occurrence, on voit très bien que la surface ici n'est pas au carré. Donc, ce n'est pas la réponse D. La réponse à cette question est la réponse A. Question 2. En montée rectiligne uniforme, la portance est A inférieure au poids, B égale à la traînée, C supérieure au poids, D égale au poids. Pour répondre à cette question, nous allons utiliser un schéma d'un aéronef qui est en montée rectiligne. Il y a toutes les forces qui sont représentées, toutes les forces qui s'appliquent à cet aéronef, donc on va regarder un petit peu de plus près celles qui nous intéressent. Nous avons la portance. La portance ici qui est représentée par une flèche. Cette portance a une particularité, c'est qu'elle va toujours être perpendiculaire au vent relatif. Du fait que l'aéronef soit en montée, nous avons donc le poids réel ici, qui lui va être décomposé en ce que l'on appelle un poids apparent et ici une composante que l'on appelle une composante longitudinale. Vous voyez ici, on nous dit que le poids réel, c'est la composante du poids, c'est la longitudinale, plus le poids apparent. Donc contrairement au vol rectiligne stabilisé en palier, où la portance équilibre le poids, là on peut constater que la norme, c'est-à-dire, disons, la longueur de la flèche représentant le poids réel, est plus important que celui de la portance. On va donc pouvoir dire dans cette réponse que la portance est inférieure au poids. Donc la réponse à cette question est la réponse A. Question 3. Le décrochage se produit toujours A à la même incidence, B à la même inclinaison, C à la même vitesse, D en cas de panne moteur. Le décrochage se produit toujours à la même incidence. Réponse A.
Question 4. Sur le profil d'aile ci-dessous, l'intrado est représenté par la lettre A, B, C ou D. La lettre A correspond à ce que l'on appelle le bord d'attaque. La lettre B ici correspond au-dessus de l'aile que l'on appelle l'extrado. La lettre C correspond ici à ce que l'on appelle le bord de fuite. Et la lettre D correspond au-dessous de l'aile qui s'appelle l'intrado. La réponse à cette question est donc la réponse D. Question 5. Pour orienter l'avion autour de l'axe de tangage, il faut un déplacement A de la gouverne de profondeur commandée par le palonnier, B de la gouverne de profondeur commandée par le manche, C des ailerons commandés par le manche, D des ailerons commandés par le palonnier. Regardons de plus près avec cette image du site L'Avionnaire quels sont les trois axes qui sont engagés. Nous avons donc ici l'axe de roulis, nous avons l'axe de lacet et l'axe de tangage. Celui qui nous intéresse, c'est l'axe de tangage. L'axe de tangage va être commandé par le manche, donc un manche à piquer ou un manche à cabrer, et va donc permettre de mettre en mouvement une partie mobile ici que l'on appelle la gouverne de profondeur. La réponse à cette question est la réponse B. Si on va jusqu'au bout des explications, pour essayer de se remémorer quelles sont les différentes gouvernes, la gouverne de direction va être actionnée par le palonnier et selon l'axe de lacet. Quant aux ailerons, qui se commandent avec le manche, à gauche ou à droite, va permettre donc de mettre en rotation l'avion selon l'axe de roulis. Question 6. La distance de roulage nécessaire au décollage diminue lorsque A. l'altitude augmente, B. la température augmente, C. la composante de vent arrière augmente, D. la température diminue. Qu'est-ce que c'est la distance de roulage nécessaire au décollage? Eh bien, voici un schéma qui vous explique que la distance ici de roulage va être la distance au sol parcourue par l'avion jusqu'à atteindre ici ce point-là, c'est-à-dire la rotation, le moment où l'avion s'élève. La distance de décollage, elle, est définie comme étant la distance au sol parcourue par l'aéronef jusqu'à ce qu'il atteigne les 15 mètres d'altitude, ou 50 pieds. Donc, quel est le lien entre la distance de roulage nécessaire pour le décollage et l'altitude, la température ou éventuellement le vent arrière? Ici, il faut se souvenir que pour décoller, il faut de la portance. Donc, reprenons la formule de la portance. La portance, nous savons qu'elle est dépendante de la masse volumique de l'air. Elle est même proportionnelle. Cela signifie que lorsque la masse volumique de l'air augmente, eh bien la portance augmente. Et à contrario, lorsque la masse volumique de l'air diminue, la portance diminue. Quels sont les paramètres qui peuvent faire varier la masse volumique? Eh bien, justement, l'altitude ou la température. Lorsque l'altitude augmente, j'ai de moins en moins de molécules et j'ai donc une masse volumique de l'air qui va diminuer. Donc, lorsque l'altitude augmente, la masse volumique de l'air diminue. Lorsque la température augmente, les molécules ont un peu plus d'énergie, on va dire ça comme ça, un peu plus d'énergie cinétique, elles ont beaucoup plus de mouvement, elles vont plus dans les trois directions de l'espace et on peut considérer donc que la masse volumique, c'est-à-dire la quantité, la masse de molécules pour un même volume, va diminuer également. Donc moi, qu'est-ce que je veux dans cette question? Je veux que pour ma distance de roulage, qu'elle diminue.
C'est-à-dire que je veux que ma portance soit plus efficace si ma distance de décollage diminue. Donc, bien entendu, je ne peux pas avoir une altitude qui augmente. Parce que si j'ai une altitude qui augmente, la masse volumique diminue, et donc ma portance diminue, et je ne vais pas dans le sens de ma question. Donc, l'altitude augmente, ce n'est pas bon. Il en va de même pour la température. En ce qui concerne la composante de vent arrière qui augmente, elle n'aura pas vraiment ici de conséquences sur la distance de roulage nécessaire au décollage. On va vraiment considérer ici la notion de portance et la formule qui est associée à la portance. La réponse à cette question est donc la réponse D. La température diminue. Question 7. La corde de profil de l'aile est le segment qui joint A. l'emplanture à l'extrémité de l'aile, B. les deux extrémités de l'aile, C. le bord d'attaque au bord de fuite, D. la partie la plus large entre l'intrado et l'extrado. La corde de profil de l'aile correspond à ce segment qui va rejoindre le bord d'attaque au bord de fuite. La réponse à cette question est la réponse C. Question 8. La force de portance d'une aile est toujours perpendiculaire à A. la direction du vent relatif, B. l'horizontale, C. la corde du profil, D. l'axe longitudinal de l'appareil. Nous l'avons vu dans la question 2, la portance est toujours perpendiculaire au vent relatif. La réponse à cette question est la réponse A. Question 9. En soufflerie, si on multiplie par 3 la vitesse du vent relatif, la valeur de la portance est A multiplié par 3, B multiplié par 9, C multiplié par 6, D multiplié par 12. Reprenons la formule de la portance, qui est 1/2 fois la masse volumique de l'air, fois le coefficient de portance Cz, fois la surface à l'air, fois la vitesse au carré. Si la vitesse est multipliée par 3, ici, alors la valeur de la portance va être multipliée par 9. Pourquoi? Eh bien parce que ici la vitesse est au carré. Donc la portance n'est pas multipliée par 3, mais multipliée par 3 au carré, ce qui fait 9. La réponse à cette question est donc la réponse B. Surtout dans ce genre de questions, n'oubliez jamais d'écrire votre formule au brouillon et n'oubliez pas le carré concernant la vitesse. Question 10. Lorsqu'un aéronef est centré avant, A. sa stabilité augmente, B. sa maniabilité augmente, C. sa maniabilité et sa stabilité ne sont pas modifiées, ou réponse D. sa stabilité diminue. Pour répondre à cette question, regardons cette image qui provient du site de la FF Plume. Nous allons définir ce qu'est le foyer et ce qu'est le centre de gravité. Donc, le foyer, ici est représenté par le petit point jaune, il va s'agir du point d'application des variations de la portance, noté RZ. Ici, le centre de gravité, lui, correspondrait finalement au point d'équilibre de l'aéronef. Lorsqu'on utilise un aéronef, il faut vérifier que le centrage est correct. Il y a donc au niveau du centrage des limites qui sont représentées ici. Donc nous avons ici la position du centre de gravité qu'on va nommer limite de centrage avant, et il y a également une limite de centrage arrière. Donc lorsqu'on est plutôt en centrage avant, que va-t-il se passer? Eh bien, nous allons avoir une stabilité qui va augmenter, une maniabilité qui va diminuer, le braquage de la profondeur est plus important, la traînée augmente et
par conséquent, la consommation augmente. Lorsque nous sommes en centrage arrière, nous allons donc avoir, à contrario, une stabilité qui diminue, une maniabilité qui augmente. Le braquage de la profondeur va être moins importante et on va avoir une diminution de la traînée de la consommation. Bien évidemment, il faut que le centrage ne dépasse pas la limite de centrage avant et ne dépasse pas également la limite de centrage arrière. Si nous revenons à la question qui nous demande lorsqu'un aéronef est centré avant, la stabilité augmente, c'est vrai, la maniabilité augmente, c'est faux, donc on peut barrer celle-ci. La maniabilité et la stabilité ne sont pas modifiées, eh bien pas du tout. Et la stabilité diminue, là on serait plutôt dans un type de centrage arrière. Donc nous avons ici la réponse à la question, qui est la réponse A. Question 11. En phase de décollage, le pilote sort les volets hypersustentateurs. L'effet sera A. D'augmenter la distance de décollage, B. D'augmenter la portance, C. D'augmenter la vitesse, D. De diminuer la portance. Sachez que les volets hypersustentateurs ont pour objectif d'augmenter le coefficient de portance aux basses vitesses, donc dans les phases ici par exemple de décollage. Donc la réponse à cette question est la réponse B. Lorsqu'on va activer, sortir les volets hypersustentateurs à basse vitesse, eh bien on va augmenter la portance. Question 12. La bonne association légende-croquis est soit la réponse A, B, C ou D. Regardons de plus près les croquis qui nous sont proposés. Donc regardons le 1. Le 1, on voit qu'il y a au niveau du bord de fuite un volet, mais celui-ci n'est pas braqué. Nous avons donc un profil que l'on nomme profil en lice. Pour le deuxième croquis, on a un bec de bord d'attaque qui est lui sorti, et un volet au niveau du bord de fuite qui n'est pas sorti, qui n'est pas braqué. Nous avons pour le troisième croquis un volet qui est braqué. Et le dernier croquis, finalement, c'est le même que le premier. Donc la réponse ici qui correspond au croquis, donc association légende croquis, il s'agit de la réponse A, le profil est en lice. Question 13. Un avion vole initialement à la vitesse et une altitude constante. Sans agir sur le manche, le pilote augmente la puissance à l'aide de la manette des gaz. Cette action entraîne A. Uniquement une augmentation de vitesse, B. Une augmentation d'altitude, C. Une diminution d'altitude, D. Une augmentation de vitesse ou bien d'altitude, cela dépend du vent. À vitesse et altitude constante, nous serons ce que l'on appelle en palier. L'équilibre des forces, et lorsque l'on va mettre les gaz, on va voir que l'aéronef gagnera en altitude, il sera en montée. Nous n'allons pas gagner en vitesse. La réponse à cette question est la réponse B. Question 14. La finesse maximale permet de A. Rester en l'air le plus longtemps possible, B. Voler le plus vite possible, C. Parcourir la plus grande distance possible, ou D. Décoller le plus court possible. La finesse d'un avion, c'est un peu le caractère de planer de l'avion. À savoir, ici, on va essayer de parcourir la plus grande distance possible en utilisant la finesse maximale de l'avion. La réponse à cette question est la réponse C. Question 15. Le facteur ayant une influence sur la position du centre de gravité d'un aéronef est A. La vitesse, B. L'inclinaison, C. La trajectoire, D. Le niveau de carburant dans les réservoirs. Dans un premier temps, il faut comprendre qu'est-ce que signifie le facteur ayant une influence. En fait, le terme facteur signifie tout simplement qu'est-ce qui a une influence sur la position du centre de gravité. Le centre de gravité, nous l'avons évoqué dans une question précédente, c'est globalement le point de l'aéronef
où il va y avoir un équilibre des forces. C'est comme si vous preniez votre stylo et que vous mettiez votre doigt juste en dessous et que vous arriviez à trouver la position qui vous permet d'équilibrer votre stylo sur votre doigt. Bien évidemment, si vous ajoutez par exemple à gauche ou à droite des petits éléments sur votre stylo, et bien évidemment le centre de gravité va être modifié puisque vous avez ajouté de la masse d'un côté ou de l'autre. À savoir, c'est exactement la même chose pour le centre de gravité d'un aéronef. Qu'est-ce qui va changer le centre de gravité de l'aéronef? Ça va être les masses des objets, des occupants qui vont être répartis au sein de l'avion. Donc ici, au niveau des propositions, la seule proposition qui pourrait avoir une influence justement sur ce point d'équilibre, ce serait la masse du carburant dans les réservoirs. Donc la réponse à cette question est la réponse D. Question 16. Lors d'un virage à 60 degrés d'inclinaison à altitude constante, le poids apparent est A égale au poids réel, B égale à 2 fois le poids réel, C égale à 1,15 fois le poids réel, D inférieur au poids réel. Revenons sur la notion de facteur de charge, puisqu'effectivement, lorsque vous engagez un virage, vous allez ressentir ce facteur de charge. Ce facteur de charge, noté petit n, est égal au poids apparent, qui correspond finalement à la gravité et la force d'inertie liée au virage, divisé par le poids réel. Le facteur de charge peut également se déterminer par la relation suivante, 1 sur cosinus de l'angle de virage que l'on peut nommer ici par exemple θ. Donc si je fais l'application numérique, ici je suis à 60 degrés d'inclinaison, donc 1 divisé par cos de 60 degrés, donc c'est-à-dire 1 divisé par 1/2, c'est-à-dire 2. Le facteur de charge est de 2. Cela signifie ici que le rapport le poids apparent sur le poids réel est également de 2. Cela signifie, par conséquent, que le poids apparent est égal à 2 fois le poids réel. La réponse à cette question est la réponse B. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous apprenez par cœur que lors d'un virage à 60 degrés d'inclinaison, le facteur de charge est égal à 2, ce qui implique que le poids apparent est 2 fois plus important que le poids réel, ou alors vous êtes capable de redémontrer cela par le calcul. Question 17. La traînée induite est une conséquence de A. L'interaction du fuselage et de l'aile, B. La rotation de l'hélice, C. La différence de pression entre l'intrado et l'extrado, D. L'usage d'un train fixe. Dans un premier temps, essayons de définir la traînée induite. La traînée induite, en fait, c'est une force de résistance. Une force de résistance qui résiste à quoi? Bien, qui résiste à l'avancement induite par la portance. Ça peut dépendre de plusieurs caractéristiques ou facteurs de l'aile, à savoir l'allongement, la forme, la flèche, etc. Donc si on reprend cette définition, la traînée est liée finalement à l'avancement induit par la portance. Revenons sur le fait que la portance n'est possible que lorsqu'il y a une différence de pression entre l'intrado et l'extrado de l'aile. La réponse à la question ici est la réponse C. Question 18. Sur la polaire ci-dessous, le point correspondant à la portance maximale est le point A, B, C ou D. Le point qui correspond à la portance maximale va correspondre au point le plus haut sur cet axe des ordonnées qui correspond au coefficient de portance. Ce qui est logique, portance maximale, on regarde l'axe où il y a le coefficient de portance.
Le coefficient qui est ici maximal correspond au point C. La réponse à la question est la réponse C. Le point B étant le point de finesse max et le point D, le point où a lieu le décrochage. Question 19. Pour un satellite, l'orbite géostationnaire permet A. de scanner le plus de surface possible du globe, B. de rester au-dessus d'un point donné de la surface du globe, C. d'effectuer plusieurs révolutions de la Terre en 24 heures, D. d'entrer dans l'atmosphère. Revenons sur la définition de orbite géostationnaire, ou plus précisément le terme géostationnaire. Comme son nom l'indique, géostationnaire. Cela signifie que ça va être statique par rapport à un point donné de la surface du globe. Un satellite géostationnaire a donc pour objectif de rester au-dessus d'un point donné de la surface du globe. La réponse à la question est la réponse B. Question 20. L'assistance gravitationnelle A permet le retour du lanceur sur Terre. B est une ligne téléphonique entre l'ISS et la Terre en cas de besoin d'assistance. C est utilisé comme moteur afin d'accélérer les sondes lors de leur voyage interstellaire. D est un propulseur. L'assistance gravitationnelle est utilisée comme moteur entre guillemets, c'est-à-dire que l'on va utiliser les lois de la physique, un peu comme l'on pourrait utiliser une fronde qu'on fait tourner au-dessus de notre tête pour donner un maximum de vitesse au caillou qui est en orbite finalement autour de la main. Ça va être la même chose pour ces sondes lors de grands voyages. On va essayer de leur assurer entre guillemets un moteur en utilisant les lois de la physique. Donc la réponse à cette question est la réponse C.